Dans le paysage médiatique français, certaines figures publiques semblent indestructibles. Elles traversent les décennies, les polémiques, les changements de mœurs, parfois même les tempêtes politiques, sans jamais vraiment tomber. Leur longévité donne l'illusion d'une solidité quasi organique, comme si la notoriété, à force d'ancienneté, finissait par se transformer en armure. Et pourtant, l'histoire contemporaine des médias le montre sans relâche. Aucune image publique n'est à l'abri d'une fissure. Et lorsque cette fissure touche à la sphère intime, la plus sensible, la plus symbolique, la plus émotionnelle, elle peut devenir le point de départ d'un effondrement lent, silencieux, mais profond. Une exploration journalistique d'un scénario possible. Que se passerait-il sur le plan médiatique, symbolique et psychologique si une figure publique emblématique était confrontée à une trahison intime supposée? La question n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui se passerait si le doute s'installait. La célébrité, une construction narrative avant d'être une réalité. La célébrité n'est pas une donnée brute. Elle est un récit collectif, construit à la croisée de trois forces. L'individu, les médias, le public, l'artiste, l'humoriste ou la personnalité médiatique n'existe jamais seul. Il existe à travers une histoire racontée, répétée, ajustée, parfois embellie, parfois simplifiée. Ce récit devient, avec le temps, une identité publique figée, une sorte de personnage que le public croit connaître. Dans le cas d'un humoriste populaire, cette identité repose souvent sur des archétypes clairs. La force, l'audace, la provocation, la liberté de ton, parfois même une certaine domination symbolique. Le rire n'est pas seulement un divertissement, il est un rapport de pouvoir. Celui qui fait rire maîtrise la scène, impose le rythme, contrôle l'attention. Cette maîtrise est essentielle. Et c'est précisément elle que toute hypothèse de trahison intime vient fragiliser. Pourquoi la vie privée devient une affaire publique? Dans un monde idéal, la vie privée resterait privée. Dans le monde médiatique réel, elle devient un territoire narratif dès lors qu'elle semble entrer en contradiction avec l'image publique. Il ne s'agit pas de voyeurisme pur, il s'agit de cohérence symbolique. Lorsqu'un personnage public construit son identité sur des valeurs implicites, force, contrôle, assurance, virilité assumée, indépendance, la rumeur d'une infidélité subie agit comme une dissonance majeure. Elle ne raconte pas seulement une histoire sentimentale, elle raconte une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle fascine. Les médias n'ont pas besoin de preuves pour commencer à s'y intéresser. Ils ont besoin d'un élément bien plus puissant, la plausibilité narrative. Le soupçon, première étape de la chute. La chute médiatique ne commence presque jamais par un scandale éclatant. Elle commence par un soupçon diffus. Un soupçon est une forme molle de l'information. Il ne s'impose pas. Il s'insinue, il ne s'affirme pas, il suggère, il n'accuse pas, il questionne. Ce soupçon peut naître de presque rien, une déclaration ambiguë, une absence prolongée, un changement d'attitude lors d'une interview, un ton plus sombre, plus nerveux, plus défensif. Ces signaux faibles sont immédiatement repérés, analysés, amplifiés. Non pas parce qu'ils prouvent quoi que ce soit, mais parce qu'ils ouvrent une possibilité de récit. Et en matière médiatique, une possibilité de récit vaut parfois plus qu'un fait établi. Le rôle silencieux mais central des médias, contrairement à une idée reçue, les médias ne créent pas toujours les scandales, ils les structurent. De trahison intime supposée, le traitement médiatique suit presque toujours la même trajectoire, la prudence lexicale, les mots sont choisis avec soin. Période difficile, tension personnelle, moment de fragilité, rien n'est affirmé, tout est suggéré, la multiplication des angles, chaque apparition devient un prétexte à interprétation, un geste est analysé. Un silence est commenté, une plaisanterie est décortiquée, la circulation horizontale. Les médias ne se citent pas frontalement mais se répondent, une hypothèse devient une question devient un sujet devient un dossier. Ainsi se construit une réalité parallèle, celle du récit médiatique. Le public joue un rôle central dans cette mécanique. Il n'est ni totalement passif, ni totalement responsable. Il est co-auteur, l'empathie, c'est un homme comme les autres. La souffrance n'épargne personne, la jouissance symbolique. Même lui peut tomber. Le fort n'était pas si fort. Cette ambivalence est essentielle. Elle explique pourquoi les chutes médiatiques sont à la fois condamnées moralement et consommées massivement. Masculinité, pouvoir et humiliation symbolique. Dans l'imaginaire collectif, l'infidélité subie par un homme public est rarement perçue de manière neutre. Elle devient un symbole de renversement. Ce renversement est d'autant plus violent lorsque la figure publique a longtemps incarné une masculinité dominante, provocatrice, assumée. La trahison intime, réelle ou supposée, agit alors comme une mise à nu. Ce n'est pas la douleur qui choque, c'est l'humiliation perçue, le silence, stratégie ou piège. Face à la rumeur, deux stratégies s'offrent théoriquement à la personnalité publique. Parler, au risque d'alimenter la machine médiatique, se taire, au risque de laisser le récit se construire sans elle.
Dans la majorité des scénarios observés par les sociologues des médias, le silence est interprété comme une confirmation implicite, une incapacité à maîtriser la situation, une perte de contrôle narrative. Chaque jour sans parole devient un jour de spéculation supplémentaire. À partir du moment où la sphère privée devient un prisme de lecture dominant, la carrière entière est relue à l'aune de cette hypothèse. Les œuvres passées prennent un autre sens. Les prises de position anciennes sont réinterprétées. Le ton change, la réception change, même sans preuve, même sans déclaration, car le récit a déjà pris racine. Nous observons comment une rumeur liée à la vie privée, même non confirmée, peut progressivement se transformer en vérité perçue, puis en réalité sociale, non par malveillance explicite, mais par un enchaînement de logiques professionnelles, économiques et symboliques. Contrairement à une idée reçue, la rumeur n'est pas nécessairement une invention. Elle est souvent une information incomplète, fragmentaire, sortie de son contexte ou privée de confirmation officielle. C'est précisément cette incomplétude qui la rend puissante. Un témoignage indirect, une confidence rapportée, une interprétation d'un comportement, une extrapolation médiatique, aucune de ces sources ne suffit à établir un fait. Mais ensemble, elles créent une zone grise, un espace narratif où l'imagination collective peut s'engouffrer. Et dans les médias, l'incertitude est un carburant redoutable. Lorsqu'un sujet touche à la vie privée, les médias adoptent rarement un ton frontal. Ils privilégient une approche prudente, presque feutrée. Mais cette prudence n'est pas synonyme de neutralité. Elle est souvent une forme sophistiquée de mise en récit. Les formulations deviennent centrales, selon certaines sources. Des proches évoquent « des tensions seraient apparues ». Ces expressions ne disent rien de précis, mais elles suggèrent tout. Elles déplacent la responsabilité de l'information vers une entité floue, les sources, l'entourage, le contexte, tout en laissant le lecteur combler les vides. Un élément fondamental de la fabrication du récit médiatique est la répétition. Une information, même incertaine, acquiert une forme de crédibilité dès lors qu'elle a été répétée par plusieurs canaux différents. Un article évoque une fragilité personnelle, un autre parle d'un malaise, un troisième mentionne une période sombre. Aucun ne parle explicitement de trahison. Mais ensemble, ils construisent une atmosphère. Et dans l'esprit du public, cette atmosphère devient une preuve implicite. S'ils en parlent tous, c'est qu'il y a quelque chose. La rumeur cesse alors d'être une hypothèse. Elle devient un fait social. Il serait naïf d'ignorer la dimension économique du phénomène. Les médias évoluant dans une économie de l'attention où chaque clic, chaque partage, chaque réaction compte. Or, la vie privée des personnalités publiques est l'un des contenus les plus performants. Une rumeur intime coche toutes les cases, émotion, identification, conflit chute, potentiel. Même les médias les plus sérieux peuvent être tentés de traiter le sujet, non par sensationnalisme, mais par nécessité concurrentielle. Ne pas en parler, c'est risquer de laisser le récit aux autres. Ainsi, la rumeur devient incontournable non parce qu'elle est avérée, mais parce qu'elle est omniprésente. À mesure que le récit se développe, la vie privée cesse d'être une affaire personnelle pour devenir un symbole. La supposée trahison n'est plus seulement une histoire conjugale. Elle est interprétée comme un révélateur de caractère, une clé de lecture globale. Les commentateurs commencent à relier. Les prises de position passaient le ton des interventions publiques, les conflits anciens. Tout semble désormais cohérent. Tout semble expliquer quelque chose. C'est le moment où le récit médiatique atteint sa pleine puissance. Il donne du sens. L'une des caractéristiques les plus troublantes de ce type de mécanique est l'absence de responsables identifiables. Aucun journaliste ne ment ouvertement. Aucun média ne fabrique sciemment un faux. Et pourtant, le résultat est là. Une image publique profondément altérée. Cette responsabilité diffuse est renforcée par les plateaux télévisés, les chroniques d'opinion, les réseaux sociaux. Chacun ajoute une couche. Chacun commente le commentaire précédent. Le récit devient autonome. Il n'a plus besoin de faits nouveaux pour continuer d'exister. La personnalité concernée se retrouve face à un dilemme insoluble. Réagir, c'est donner de la matière au récit. Ne pas réagir, c'est laisser le récit prospérer. Toute tentative de démenti est analysée. Trop tardive, trop agressive, trop émotionnelle, ou au contraire trop froide. La parole, au lieu de clarifier, devient un nouvel objet d'interprétation. Le stade ultime de cette mécanique est atteint lorsque la rumeur cesse d'être un sujet parmi d'autres pour devenir le prisme principal de lecture. Chaque apparition publique est désormais interprétée à travers ce filtre. L'artiste n'est plus seulement jugé sur son travail. Il est jugé sur ce que le récit dit de lui. À ce stade, même une absence de preuve n'a plus d'importance. La vérité factuelle est supplantée par la vérité médiatique. Une rumeur intime, même non confirmée, peut devenir un récit structurant, capable de transformer durablement la perception d'une personnalité publique. Non par complot, mais par enchaînement logique de pratiques de professionnels, d'attentes du public et de dynamiques économiques.
ont montré comment le doute naît et comment le récit médiatique se fabrique, ce 3e chapitre s'attarde sur ce que ce récit produit. Non plus seulement dans l'espace public, mais dans l'imaginaire collectif et dans la psyché de l'individu exposé. Car la trahison intime, réelle ou supposée, n'est jamais traitée comme un simple épisode privé. Elle devient un mythe médiatique chargé de symboles, de projections et de jugements implicites. La trahison est l'un des récits fondateurs de l'humanité. De la mythologie antique aux tragédies classiques, de la littérature à la psychanalyse, elle incarne la rupture du pacte, la perte de confiance, l'effondrement du sens. Dans l'espace médiatique contemporain, ce récit ancestral trouve une nouvelle scène. La célébrité. L'artiste ou la personnalité publique devient un personnage de tragédie moderne, observé non par un cœur antique, mais par des millions de regards. La trahison intime supposée n'est alors plus une histoire personnelle. Elle devient un symbole de fragilité, un révélateur de failles, un renversement de pouvoir, et c'est précisément ce renversement qui fascine. Certaines figures publiques construisent de leur image sur une masculinité affirmée, parfois provocatrice, souvent dominante. Cette masculinité médiatique repose sur plusieurs piliers implicites. La force verbale, l'assurance permanente, le refus de la vulnérabilité, la maîtrise des situations. Dans ce cadre symbolique, la trahison intime supposée agit comme une atteinte directe à l'identité publique. Elle ne dit pas seulement « il souffre », elle suggère « il a perdu le contrôle ». Or, dans l'imaginaire collectif, la perte de contrôle est perçue comme une défaite. Cette perception est injuste, mais elle est profondément ancrée. L'un des aspects les plus destructeurs de ce type de récit est son caractère humiliant. L'humiliation publique ne repose pas sur des insultes explicites. Elle repose sur le regard, le commentaire, l'interprétation permanente paraît-il affaiblie, semble-t-il amer, a-t-il perdu sa verve, le corps lui-même devient un texte à analyser. Un silence devient un aveu. Une colère devient une confirmation. L'individu n'est plus un sujet. Il devient un objet d'observation. Vivre sous le soupçon est psychologiquement épuisant. La personnalité exposée est confrontée à une situation paradoxale. Elle doit continuer à exister publiquement, tout en sachant que chaque geste sera interprété. Cette pression constante peut produire une hypervigilance, une perte de spontanéité, une rigidité émotionnelle, un repli sur soi. Or, ce repli est immédiatement interprété par l'espace médiatique comme un signe supplémentaire de malaise. La spirale est ainsi auto-entretenue. Une fois le récit installé, la supposée trahison devient une clé de lecture rétrospective. Toute la trajectoire passée est relue à travers ce prisme. Des déclarations anciennes prennent un sens nouveau, des plaisanteries deviennent amères. Des prises de position sont requalifiées. Ce phénomène est bien connu des historiens des médias. Le présent réécrit le passé. La biographie publique est remodelée pour s'adapter au récit dominant. Ce processus est d'autant plus violent qu'il est silencieux. Il ne s'impose pas par décret. Il s'installe par accumulation d'interprétations. Le public n'est jamais monolithique. Certains éprouvent une compassion sincère, d'autres adoptent une distance ironique, d'autres encore éprouvent une forme de satisfaction morale. Cette satisfaction n'est pas nécessairement malveillante, elle est souvent inconsciente. Elle repose sur une logique simple. Voir tomber une figure dominante rééquilibre symboliquement les rapports de pouvoir. La chute rassure, elle humanise, mais elle détruit aussi. Dans ce type de récit médiatique, il n'existe presque jamais de réparation complète. Même si la rumeur s'éteint, même si aucune preuve n'émerge, la trace symbolique demeure. L'individu reste associé à une fragilité, une blessure, une perte de maîtrise. Cette association est durable car elle ne repose pas sur un fait précis, mais sur une impression collective. Et les impressions sont plus résistantes que les faits. Le dernier stade de ce mythe médiatique est sans doute le plus troublant. La transformation de la souffrance supposée en spectacle. Plateau, chronique, analyses psychologiques à distance, tout concourt à maintenir le récit vivant. La douleur devient un objet de commentaire. L'intime devient un terrain d'expertise improvisé. Dans ce cadre, l'individu n'a plus la possibilité de souffrir en silence. Sa souffrance, réelle ou non, appartient au récit. Dans ce mythe, la vérité factuelle importe moins que la cohérence narrative. La souffrance importe moins que sa lisibilité publique. Après la fissure initiale, après la fabrication du récit et après la transformation de la trahison intime supposée en mythe médiatique, vient une phase plus silencieuse, plus insidieuse, mais souvent plus durable. L'isolement. Il ne s'agit plus ici de perception abstraite ou de narration médiatique, mais de répercussions réelles qui s'installent souvent sans annonce officielle, sans rupture brutale, sans scandale visible. L'isolement ne s'impose pas, il s'infiltre.
Dans l'imaginaire collectif, une chute médiatique est souvent associée à une sanction spectaculaire. Contrats rompus, émissions annulées, déclarations indignées. Or, dans la majorité des scénarios observés par les sociologues des médias, la mise à l'écart prend une forme beaucoup plus douce, presque imperceptible. Les invitations se raréfient. Les projets tardent à se concrétiser. Les appels restent sans réponse. Rien n'est officiellement expliqué. Rien n'est officiellement reproché. Et pourtant, quelque chose a changé. Cette transformation est d'autant plus marquée qu'elle repose sur une gêne diffuse. Les interlocuteurs professionnels ne savent plus très bien comment aborder le sujet, s'il faut l'ignorer, s'il faut l'évoquer. Par prudence, beaucoup choisissent de l'évitement. Les médias audiovisuels en particulier fonctionnent sur une logique implicite mais puissante. Le confort du plateau. Une personnalité qui apporte avec elle un récit douloureux, ambigu ou potentiellement conflictuel devient un risque éditorial. Non pas parce qu'elle a commis une faute, mais parce qu'elle déplace l'attention. Où une rumeur intime persistante entoure une figure publique, les producteurs et rédacteurs en chef peuvent craindre des questions gênantes, des réactions imprévisibles, un malaise perceptible à l'antenne. Le résultat est simple. On privilégie d'autres profils perçus comme plus neutres, plus légers, plus sécurisés. L'exclusion n'est jamais formulée. Elle est organisationnelle. L'isolement ne vient pas seulement des institutions médiatiques, il vient aussi du réseau informel. Collègues, partenaires, collaborateurs de longue date. Dans ce type de scénario, beaucoup adoptent une posture de retrait, par peur d'être associés au récit, par crainte de prendre position par inconfort émotionnel. La trahison intime supposée devient un sujet dont on ne sait plus comment parler. Le silence s'installe, non comme une condamnation, mais comme une stratégie d'évitement collectif. Cette autocensure est d'autant plus violente qu'elle est invisible. Elle n'offre aucun interlocuteur clair, aucun responsable identifiable. Une autre conséquence majeure de la chute symbolique est la perte de centralité. La personnalité concernée n'est plus un point de référence. Elle n'est plus spontanément citée, sollicitée, commentée pour son expertise ou son talent. Elle existe encore, mais à la périphérie. Ses interventions sont perçues comme moins essentielles, moins représentatives, moins légitimes. Cette marginalisation est renforcée par la lecture dominante du récit intime. Chaque prise de parole est interprétée à travers le prisme de la fragilité supposée. Le professionnel disparaît derrière le personnage. L'isolement médiatique et professionnel n'est jamais neutre psychologiquement. Pour une personnalité habituée à l'exposition, à l'échange, à la reconnaissance publique, cette mise à distance progressive peut provoquer un sentiment d'injustice, une perte de repères, une remise en question identitaire. L'individu se retrouve face à un paradoxe douloureux. Il est toujours reconnu, mais moins reconnu, toujours visible, mais moins central. Cette situation peut accentuer le repli sur soi, renforcer la méfiance et nourrir une amertume que les observateurs interpréteront, à tort ou à raison, comme une confirmation du récit initial. À ce stade, l'isolement commence à se nourrir de lui-même. Moins la personnalité est présente, plus son absence est interprétée comme un signe de retrait volontaire ou de déclin. Et plus cette interprétation justifie son effacement. C'est un cercle vicieux. L'absence nourrit la rumeur justifie l'absence même, un retour volontaire peut s'avérer difficile. Le public et les médias ne savent de plus très bien comment accueillir cette présence retrouvée. Avec le temps, l'isolement cesse d'être perçu comme un événement. Il devient un état normalisé. La personnalité publique est rangée dans une catégorie implicite. Figure du passé, personnage controversé, voix devenue marginale. Cette classification n'est jamais officiellement énoncée, mais elle structure les choix éditoriaux, les programmations, les invitations. La chute n'est plus commentée, elle est intégrée. L'un des aspects les plus lourds de cette phase est le non-dit permanent. La trahison intime supposée n'est plus évoquée ouvertement, mais elle continue de planer comme une ombre. Ce non-dit empêche la clarification, la réparation, la réhabilitation. L'individu reste prisonnier d'un récit qu'il ne peut ni confirmer ni réellement contester sans le raviver. Toute chute médiatique pose, tôt ou tard, la même question fondamentale: que reste-t-il après le doute, après le récit, après l'isolement? Dans l'imaginaire collectif, la chute médiatique est perçue comme un point final. En réalité, elle agit plutôt comme une bifurcation. Elle oblige la personnalité concernée à redéfinir sa place, son rôle et sa relation au public. Dès lors, 3 trajectoires principales se dessinent. La première trajectoire possible est celle de la réhabilitation. Elle repose sur une stratégie délicate, reprendre la parole sans relancer le scandale, reconnaître une fragilité sans l'exposer et transformer une blessure supposée en récit de résilience. Dans ce type de scénario, la personnalité publique adopte souvent un ton différent. Plus posé, plus introspectif, moins provocateur, la parole devient rare, mesurée, presque pédagogique. L'objectif n'est plus de dominer l'espace médiatique, mais de réinstaller une forme de légitimité morale et humaine. Cette stratégie peut fonctionner, mais elle est risquée.
Elle exige, du temps de la cohérence, une sincérité perçue. Le moindre décalage est immédiatement interprété comme une manipulation ou une posture. La deuxième trajectoire est celle de l'oubli organisé. Il ne s'agit pas d'une disparition brutale, mais d'un retrait progressif et assumé. La personnalité publique accepte de perdre en visibilité pour préserver une forme de stabilité personnelle et professionnelle. L'individu continue d'exister, dans des cercles plus restreints, dans des formats moins exposés auprès d'un public fidèle mais réduit. Ce choix est souvent interprété, à tort, comme un échec. En réalité, il peut constituer une stratégie de survie symbolique. En se retirant partiellement, la personnalité cesse d'alimenter le récit médiatique dominant et laisse le temps jouer en sa faveur. L'oubli, paradoxalement, peut être une forme de protection. Une troisième issue possible est la transformation. La chute symbolique agit alors comme un déclencheur de métamorphose. La personnalité publique renonce à son ancien rôle pour en endosser un nouveau. Chroniqueur plus discret, auteur, figure de transmission, voix critique en marge. Cette transformation est souvent mal comprise dans un premier temps. Le public peine à reconnaître l'ancien personnage dans cette nouvelle posture. Mais avec le temps, elle peut permettre une réinscription durable dans le paysage culturel sous une autre forme. La transformation exige un deuil, celui de l'image passée. Tous n'y parviennent pas. Enfin, il existe une quatrième trajectoire, plus radicale, la disparition médiatique. Dans certains cas, la chute symbolique marque le début d'un retrait presque total de l'espace public. Ce retrait peut être volontaire subi ou le résultat d'un épuisement psychologique. La disparition médiatique n'est pas nécessairement tragique. Elle peut être le signe d'un refus du jeu médiatique, d'un besoin de reconstruction loin des regards. Mais elle a un coût, celui de l'effacement symbolique. La personnalité cesse progressivement d'exister dans l'imaginaire collectif. Son nom devient un souvenir, parfois évoqué, rarement interrogé. Quelle que soit la trajectoire choisie, un facteur demeure central, le temps. Le temps médiatique est rapide, mais le temps de la réhabilitation ou de l'oubli est lent. Avec le temps, les récits perdent en intensité, les émotions s'estompent, de nouvelles figures apparaissent. Le public, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas rancunier. Il est surtout volatile. Ce qui semblait central hier devient périphérique demain. Le temps peut ainsi être un allié puissant, ou un révélateur définitif du déclin. La question de la réparation est centrale. Peut-on réparer une image publique altérée par un récit intime supposé ? La réponse journalistique est nuancée. On ne répare pas une image, on en construit une autre. L'ancienne image reste toujours en arrière-plan, comme une trace. Mais elle peut être recouverte, atténuée, déplacée par une nouvelle narration plus cohérente avec l'état réel de la personne. Cette reconstruction demande une lucidité sur la chute, une acceptation de la vulnérabilité, un renoncement à la toute-puissance symbolique. C'est un chemin exigeant, rarement spectaculaire, souvent invisible. Les chutes symboliques ne sont jamais uniquement le produit d'un individu. Elles sont le résultat d'attentes irréalistes, de récits simplificateurs, d'une fascination pour l'intime. Interroger ces mécanismes, ce n'est pas à excuser, c'est comprendre. La chute symbolique n'est jamais un instant, c'est un processus. Et face à ce processus, il n'existe pas de solution unique, mais une pluralité de chemins possibles, entre réinvention, retrait et disparition.